Salut les potes, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes pour votre émission bi-hebdomadaire de cinéma proposée par le Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Avec moi autour de la table, Jérém, Fred, Julien, salut les potes. Bonjour à tous. Au programme de cette émission, du surréalisme, des acteurs qui en font des caisses, des romances et du deuil. Les acteurs qui en font des caisses. Bah attends, Edouard Baird et Jonathan Cohen, c'est... Même on en parlera, c'est pas forcément négatif, c'est juste ils en font des caisses. Ah oui, Voilà. Je parlais du deuxième film. Bref, au sommaire de cette émission, en première partie, les actus ainsi que les critiques de Dali, que je vais juste dire Dali les fois suivantes, sans jamais nous connaître, on va en parler aussi. En deuxième partie, je reviens avec mes stats sur les morts au cinéma. Jérém analyse les chiffres de Quentin Dupieux et la carte Joker de... Toi-même. De moi, oui. Mais du coup, quoi de neuf dans le monde ciné, les gars? Tiens, Jérém. Et bah la news qui m'a empli de joie ces derniers jours, c'est l'annonce du prochain Evil Dead. Alors, je m'en fichais un peu du prochain Evil Dead, même si j'ai trouvé Evil Dead Rise moyen plus. Mais quand j'ai su que c'était Sébastien Vanitschek, réalisateur du film Vermine, qui s'y attelait, j'étais en joie. Car je me souviens avoir vu une image de com de Vermine disant que Sam Raimi avait adoré le film, etc. Donc j'avais pensé que potentiellement Sam Raimi ferait distribuer Vermine aux US, mais j'aurais jamais cru qu'il lui donnerait le prochain Evil Dead. En tout cas, Vanitschek a l'air plutôt satisfait du deal parce qu'il a sa liberté artistique, il ramène ses collaborateurs français, notamment son chef-op, et il veut ramener un twist français à Evil Dead, quoi que ça veuille dire. Et je lance une bouteille à la mer, si jamais Sébastien Vanitschek nous écoute, s'il veut venir sur DCP pour en parler, moi on l'accueille avec grand plaisir. T'as pas l'air très... J'ai pas aimé Vermine. Ah, moi je l'ai pas vu encore. Moi je l'ai vu. Dans mon souvenir, t'avais plutôt apprécié. Ouais, mais en fait j'y repense et j'aime pas. Bon bah c'est dommage. Et du coup c'est quoi ta news? Mais j'avais vu un truc sur Christopher Nolan qui aimerait bien tenter, mais qui a pas du tout d'idée pour faire un film dans ce genre, mais de faire un film d'horreur. D'accord. C'est tout. C'est ce qu'il a dit. Vraiment. Il a juste dit j'aimerais bien faire un film d'horreur, mais j'ai pas d'idée. Ok. Et genre vraiment il y a un article genre de 8-9 pages en mode oui alors qu'est-ce qu'il pourrait faire. Ok, c'est juste ce qu'il a annoncé. Julien? Alors moi je vais vous parler de la Berlinale, donc la 74e édition qui a commencé jeudi dernier. Donc Berlinale qui sera présidée cette année par l'actrice Lupita Nyong'o, donc on a connu pour Black Panther mais pas que, qui a aussi eu un rôle assez majeur dans 13 ans d'esclavage, 12 ans d'esclavage pardon. Au programme aussi on aura Martin Scorsese qui va recevoir un ours d'honneur, on va aussi retrouver les films Dong Sang-soo de Bruno Dumont, mais on aura aussi à la présence du jury Christian Petzold et Albert Serra, donc Albert Serra qui avait fait parler de lui il y a quelques temps avec Pacifiction, qui avait été récompensé à Cannes. Festival aussi sous le feu de quelques polémiques, notamment avec le parti AfD, parti classé à l'extrême droite en Allemagne, qui avait été à la base invité à la cérémonie, puis décommandé. Autre polémique qui s'est invitée sur le tapis rouge de la Berlinale, le conflit israélo-palestinien, notamment avec la présence d'un réalisateur israélien, Amos Gitaï. Donc ça a ravivé quelques polémiques sur le conflit en cours. Voilà. Mais on espère... malgré tout ça, avoir un bon festival. Très bien. Et ben moi, mon actu, c'est la nouvelle catégorie des Oscars que je trouve très chouette en fait. C'est l'Oscar du meilleur casting, qui vise du coup à valoriser les directeurs de casting, donc ceux qui dénichent et ceux aussi qui réussissent à négocier avec les acteurs, les grandes stars pour venir jouer dans des films. Donc c'est à la fois un Oscar pour valoriser un joli casting, mais aussi ceux qui s'attellent à en faire ce casting. Ce sera mis en place dès cette année ou c'est... Pas du tout, 2025. D'accord, ok. Du coup, donc on n'aura pas cet Oscar-là pour 2024, mais dès 2025. Du coup on récompense plus s'il y a des grosses têtes ou si c'est des castings justement inconnus. Comment Ben, ça se passe? je sais pas vraiment comment ils vont agencer ça, mais justement, Ok. c'est intéressant. En tout cas, on a un film dont on va parler qui a un joli casting. C'est le dernier film de Quentin Dupieux. Ça s'appelle Dali. C'est sorti il y a... Attends. Tu peux le retirer s'il te plaît? Dali. Merci. Le nouveau film de Quentin Dupieux qui ne sera pas nouveau très longtemps, puisqu'on sait très bien que dans 6 mois, il y en aura un nouveau. autre. Du coup, en attendant, on a cet hommage sur l'artiste Salvador Dali, et qu'est-ce que ça vaut? Alors voilà, ça commence en enfer. En enfer. C'est inadmissible. Pablo! Voilà! Monsieur Dali, s'il vous plaît. Mais je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Voici le pitch. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Je vais vous laisser déblatérer un peu les gars, je vais me mettre un peu en retrait quelques minutes, et dites-moi ce que vous avez pensé de Dali. Pourquoi tu te mets en retrait? Ça va? Non mais en fait je suis curieux d'avoir votre avis avant de mettre la lumière sur ce que je pense que c'est Dali. Je suis sorti de la salle, j'ai oublié le film.
c'est la première fois que ça m'arrive de sortir d'une salle et d'en oublier totalement le film. Ça veut pas dire que c'était une mauvaise expérience, c'était drôle sur le moment. Mais voilà, c'est un film comme Dupieux peut en faire, c'est qu'il en fait un, il le sort et puis c'est là quoi. C'est marrant, c'est cool, et puis ça s'oublie. non mais c'est pas une critique. Non, mais C'est ça qui est drôle. j'aime bien ce C'est nouveau que- rapport. C'est trop marrant, j'ai l'impression qu'il est même conscient de ça, qu'il fait un petit film, hop, je le sors, allez, Ouais, regardez, c'est- rigolez un peu. Et puis... Un film un peu fast-food, voilà. Ouais, T'arrives, un tu film, commandes, mais tu de le la prends, tu bonne le manges fast-food. et tu pars. Un bon fast-food en fait. Pas de la mode, tu vois, un petit truc sympa avec du cheddar, tu vois. Et tu sors, t'oublies. non mais c'est fou. Bref, mais je dirais un peu plus, dites vos avis. Moi, j'ai un avis assez paradoxal parce que je suis sorti de la salle et d'un côté, il y avait une partie de moi qui disait purée, enfin un bon film de Quentin Dupieux, ça faisait longtemps. Et en même temps, en y réfléchissant, on disait c'est un bon film, mais en même temps, il a juste repris ce qui marchait dans la réalité, il a refait en version d'Ali, il s'est pas vraiment foulé. Donc du coup, je suis très mitigé d'un côté, j'ai trouvé que ça faisait enfin du bien de retrouver un vrai Dupieux. Je crois qu'on n'avait pas retrouvé ça depuis Au Poste, même si j'ai quand même apprécié Mandibule, mais moi, tout ce qui s'est passé après entre Mandibule et Yannick, c'est très oubliable. Et voilà, du coup, j'arrive pas vraiment à statuer sur ce que je pense du film. Alors moi, mon avis est clair et net. Pour moi, ce film, c'est de la merde. Oh, Voilà. oh, Le terme est balancé. Je n'ai pas du tout aimé ce film. Je me suis emmerdé comme pas possible. J'ai quasiment pas rigolé alors que c'est censé être une comédie, hein, on est d'accord. On a rigolé au début là. La première scène. Ouais, en même temps, sur 1h20 avec des trucs comme ça, bien sûr qu'à un moment donné, et heureusement, et encore j'ai envie de dire heureusement qu'il y a des trucs qui te font J'ai rire raté la première scène. à un moment donné. Dans la globalité, je me demandais même ce que j'allais pouvoir dire maintenant parce que je ne savais pas ce que j'allais dire, puisque le seul truc que j'ai envie de dire, c'est de la merde. À toi, Owen, qu'en as-tu pensé? J'ai détesté. Ah ouais, non mais qu'est-ce qui vous arrive, les Non, gars? mais justement, j'ai détesté et je me suis dit pendant tout le film, putain, quand est-ce que ça se termine? Parce que j'ai pas rigolé une seule fois. 1h10. Enfin, genre, Ah ouais, non, mais il est franchement, court. j'ai eu cette sensation-là d'être face à un film de 3 heures alors que ça durait 1h20. Et la fin, j'avais vraiment envie de me barrer. C'est littéral. C'est genre le film, enfin, vous avez la scène finale, cette scène qui veut pas se terminer. Et en fait, genre, j'y ai réfléchi 2 minutes et en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es con, c'est un film surréaliste. C'est un film surréaliste. Et en fait, genre, c'est un hommage au surréalisme d'Ali. Bah toi, tu détestes les surréalistes. Bah ouais, Comment tu pouvais aimer Dali? Enfin, tu ouais. vois, c'est c'est pour pas ça. possible. C'est bien ça le problème. Le surréalisme, ce n'est pas son dada. Après, Je copyright la vanne, mais Oh, c'est c'est beau. pas moi. Elle est belle, Non, elle non, est belle. elle est pas Ah de oui. moi. Je tiens à dire dédicace à Léo, c'est son copyright. Mais après, voilà, c'est un film qui est hyper intéressant sur la forme, comme le disait Julien, ça ressemble beaucoup à la réalité, il y a des trucs super cool. Enfin, c'est un film qui se fait et qui n'arrive pas à se faire. Alors, Et c'est super cool ça. je trouve que c'est un hommage valable à Dali parce que ça arrive à exprimer l'essence même de Dali, ce côté à la fois ultra mégalomane Ouais. et un peu n'importe nawak. Mais surtout, tu peux pas faire un film sur Dali. Enfin, le mec est tellement complexe en même temps. Enfin, il y a... Oui, et puis en même temps, il travestit pas son propre style Dupieux. C'est-à-dire Ouais. que tu comprends très bien que tu es face à un film de Dupieux, tout en étant un hommage assez valable, c'est le mot que j'ai pour, valable, à ce qu'est Dali en tant qu'artiste. Mais c'est de la merde. Julien, on le défend un peu. Moi, je l'ai pas détesté. Hein. Je l'ai pas détesté, mais je suis pareil. À chaque fois que je sors d'un Dupieux depuis un moment, je me dis toujours, bon, c'était sympathique, tu sens que c'est Dupieux, il y a un travail derrière, mais je suis toujours en mode, c'est sympa, il y a des choses à sauver, mais pour ce que c'est, ça aurait mieux fallu ne pas exister. Et même Yannick, je le mets dedans, parce que pour moi, Yannick, pour y revenir, c'est juste une prestation exceptionnelle de connard, mais sans ça, le film ne tient pas debout. Fumer fait tousser, c'était... Il y a eu des petits cours. Sympas, Voilà, c'est ouais. plein de petits sketchs. Encore une fois, t'as plein de petits trucs à sauver, mais sur le long terme, sur ce que ça donne en tant que métrage, ça t'apporte pas grand chose. Et pareil, c'était Incroyable mais vrai. incroyable mais vrai. T'as cette morale qui est intéressante, mais c'est quand même assez surfait finalement. Et donc là, je me dis, purée, j'ai enfin le Dupieux des casse-têtes, le Dupieux de l'absurde, le Dupieux qui travaille quelque chose sur les motifs de répétition, sur ces chemins qui s'entrecroisent, sur ces rêves, des rêves éveillés, c'est-à-dire que des rêves qui n'en finissent jamais. Donc ça, c'est sur ce côté-là que je le défends. Je trouve que tu as une vraie proposition cinématographique. Mais la différence avec réalité, c'est que réalité, tu pouvais essayer de l'analyser, c'en était impossible, mais tu avais comme de la matière à analyser dans réalité, dans toute l'absurdité que ça pouvait toucher. C'est-à-dire que cette cassette qui passait de main en main, cette cassette que tu tiens dans les mains, mais tu es en même temps sur la cassette qui est diffusée, cette impossibilité-là. Et le problème de Dali, c'est que toute cette question de l'impossible se justifie par le simple fait, c'est surréaliste. C'est surréaliste, c'est Dali. Et en fait, si tu regardes bien, en fait, le film est pas compliqué. C'est-à-dire que autant dans réalité... Alors après, c'est peut-être la sensation qui me reste, mais j'ai l'impression que réalité, tu as un vrai travail de recherche
sur chaque scène qui va en suivre une autre, alors que réalité, c'est 100% linéaire. En fait, la blague de réalité, c'est dès que tu penses avoir fini une scène, en fait, elle est pas finie et tu reprends à ce qui était avant. Donc en fait, c'est pas un grand, même en termes de... T'as dit réalité, mais c'est Dali. Pardon, oui. Ouais, Dali. Dali, c'est ça. En fait, la scène reprend toujours la continuité d'une scène reprend toujours celle d'avant. Donc en fait, Dali, c'est faussement compliqué, mais ça l'est pas du tout. Scénaristiquement, en fait, c'est très linéaire, Dali. Dupieux a dit que son cinéma ne s'analyse pas. Et justement, par rapport à ça, je réagis parce que je trouve ça totalement con de dire ça. Tu fais un film avec des effets de mise en scène ou avec des rêves imbriqués, etc. Tu ne peux pas être passif devant ce film, sinon tu ne comprends rien. Et donc, de dire ne pas analyser, ressentez-le. Mais non. Enfin, je me sens obligé en tant que spectateur d'analyser cette œuvre-là. Je pense qu'il se fout de ta gueule justement par rapport à ça. C'est que t'es Mais devant un je film trouve- qui s'analyse pas, donc il en rigole. Je pense qu'il se dit putain, j'imagine des gens en train de se casser la tête alors que moi j'en ai Mais rien. là, je moi, t'avoue c'est qu'il pas ça. il se fout un peu de ta gueule. Mais certes, Oui, peut-être oui. pas. Alors que Quentin Dupieux se fout de ma gueule, moi je l'aime, j'aime pas forcément son cinéma, donc qu'il continue de se foutre de ma gueule, je continuerai à aller voir ses films de toute façon. Donc C'est ça aussi, c'est que ce côté ultra consumériste qu'on a avec Dupieux, parce qu'on y va toutes les semaines, Bah enfin oui. tous les 6 mois. Toutes les semaines. Ça Ça vient vient de de ça, ça, ça y avec est, les IA. Je veux dire, on y va toutes les 6 mois chez Dupieux. On se dit, ouais, c'est vrai, il nous fait un peu chier, mais en même temps, on y retourne, tu vois. Moi j'aime bien, mais j'oublie en fait, c'est tout. C'est ça, et bon, Jérém, tu développeras ça avec tes chiffres. Mais ça crée une forme de consommation et de rapport à un artiste qui est pour le coup ultra singulière. Donc rien que ce niveau-là, je le trouve intéressant, tu vois. Ouais. Parce que au-delà du côté j'ai fait un film, c'est la régularité et la façon, son rapport à l'industrie qui est intéressante. Ça n'empêche que son film me fait chier. Moi en tout cas voilà, devant ce film, ça m'a vraiment ça fait penser à réalité, mais en version beaucoup plus pauvre quoi, et ça donne envie de revoir réalité. Pour ceux qui l'ont pas vu, on l'a tous vu ici. On verra après, pardon. attends, on je va ne parler dans les spoil chiffres. Moi, je voulais revenir sur un élément que on perd pas mal de vues avec Dali, là, parce qu'on se fait chier à analyser du Dupieux. Mais c'est un film d'acteur aussi. C'est que c'est un film dont 6 acteurs incarnent Dali, je crois, 6 ou 7. Bon, c'est très majoritairement Edouard Baird et Jonathan Cohen à l'écran. Mais ce sont des acteurs qu'on connaît un peu pour leur côté très exubérant de leur propre orgueil, ce qui colle plutôt bien à Dali. Et là, tu les retrouves qui surjouent un peu eux-mêmes, mais qui en même temps collent assez bien à l'idée qu'est Dali. Mais ça marche bien, mais les autres, pas du tout. Moi, je trouve ça inintéressant au possible. Bah, les deux, Je vois pas l'intérêt. Jonathan Cohen et Edouard Baird, ça va, mais je trouve que les autres acteurs, je les oublie un peu quoi. Bah, surtout qu'on leur D'une donne- part, oui, mais d'autre part, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est censé représenter Dali sous différentes formes, par exemple, selon son humeur ou selon sa vibe entre guillemets, du moment où il aurait fait telle ou telle œuvre, c'est quoi l'intérêt? Ça n'a pas de sens. Ça n'a C'est- pas de sens. Non, justement, ça n'a pas de sens. On Mais s'en bat les alors, couilles. Dans ces cas-là, pourquoi faire un film qui n'a pas de sens? Mais parce qu'on s'en bat les couilles, mec. Mais je veux c'est dire, la dans vie, mec, tu l'as oublié, tu l'as déjà oublié. Mais non, mais ça m'énerve quoi. Enfin, à un moment donné, il te pisse à la gueule, le mec, faut arrêter quoi. Moi, ce qui me fait un peu de peine, en vrai, c'est Pio Marmaille. Parce que j'étais très curieux de voir le... C'est du caméo, honnêtement. Pio Marmaille, Ah ouais. c'est du pur caméo à C'est ce ça. rythme-là, ce que Il, tu il veux. apparaît 2 fois. Et Gilles Lelouch aussi, moi, j'aurais bien aimé le voir un peu plus, tu vois, mais... Il a du mal. Tu sens qu'il a du mal à prendre. Ouais. Il doit forcer pour prendre ce côté, son accent. Et je pense que c'est pour ça que soit Pio Marmaille ou Gilles Lelouch, peut-être ils étaient peut-être censés avoir plus de scènes. Mais face à Edouard Baird et Jonathan Cohen, Et Pio Marmaille, d'ailleurs, il parle qu'une seule fois dans le film. Oui. Et il délivre très mal sa ligne de dialogue. Enfin, en tout cas, il n'est pas du tout dans le ton que donne et l'énergie que donne Baird et Cohen. Mais en même temps, Cohen, moi, il commence à me gonfler. bah moi justement, je réagis parce que Cohen, ça m'a fait pareil. J'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que Dupieux, je commençais à en avoir ma claque. J'ai eu cette sensation, comme je disais précédemment, enfin Dupieux qui revient un peu aux sources. Et pareil pour Jonathan Cohen, qui me sortait un peu par les yeux. Là, bah, je trouve que ça marche très bien parce que il met toute sa connerie habituelle, mais pas pour un rôle auto-centré sur lui, mais pour Dali. Et revenons un peu peut-être à Anaïs de Moustier, qui est quand même l'actrice principale de ce film. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Anaïs de Moustier? Et Romain Duris aussi, parce que je trouve que Romain Duris délivre un personnage assez intéressant sur le producteur de cinéma. Comment ne pas aimer Romain Duris? Moi je le déteste, mais C'est marrant. c'est bien parce qu'il joue bien le mec. que J'adore je ce déteste, mec. tu vois. Vous êtes marrant à détester Romain Duris, hein, vous êtes plusieurs dans mon entourage à dire Ah, que vous l'aimez pas. Non, mais je l'aime bien. Mais j'aime Bah bien alors le détester. Il y a une différence, c'est que dans Qu'est-ce- ses rôles, je suis en mode on dirait je vais te gifler, tu vois, j'ai envie de te... Ah, je t'aime pas, tu vois. Ah bah c'est Mais putain, c'est il ma le relation joue bien. avec le film en fait. Mais il le joue bien, Là, il joue un producteur horrible, donc tu vois, Ouais. t'es... Il est intéressé, c'est-à-dire que tant qu'il voit que ce documentaire peut avoir du potentiel, il est tout gentil, il va mettre tous les financements.
À partir du moment où il comprend que le projet flop, ça devient le pire tyran au monde. Mais en même temps, il floppe dans quelque chose qui n'a jamais eu lieu, donc Oui. c'est ça qui est curieux avec ce personnage-là. Mais le personnage d'Anaïs de Moustier, elle m'évoque pas grand-chose de Moustier dans ce film-là, à vrai dire, en matière d'acting. Elle joue justement ce personnage qui est complètement plat à côté de l'exubérance que représente Dali. Donc forcément, c'est ce parallèle-là sur lequel se construit un peu le film. Mais de Moustier ne ressort pas tant que ça du film, quoi. C'est pas elle que tu retiens. Et je trouve ça un peu dommage. Bah, elle est là pour, c'est ça, pour être le plat face à l'exubérance. Ouais. Est-ce que vous avez reconnu la salle de cinéma à la fin? Oui, C'est je l'ai vu. C'est j'ai- le Christine, non? Bah non, C'est bah non. l'école Cinéma Club, non? Bah oui. Ah, l'école Cinéma Oh, Club. bah en plus, c'était écrit dessus. D'ailleurs, ah oui, ça, le film se passe en 83. À quel moment tu le sais? Au début du film, Anaïs de Moustier regarde une finale à Roland-Garros. C'est oui, c'est Yannick vrai. Noah contre Matt C'est vrai, c'est Wilander. vrai. Nous sommes en juin 1983. Ouais, mais vu que toutes les temporalités se mélangent, Voilà. est-ce qu'on est vraiment en juin 83? C'est la question. Mais justement, la devanture de l'école Cinéma Club, c'est pas la même qu'il y a à l'heure actuelle. Du coup, je me demande. Ah, super intéressant. Ouais, du coup, je me demande, est-ce qu'ils ont refait juste pour la scène la devanture de l'école Cinéma Club, juste pour coller à celle qui était peut-être, entre guillemets, en 1983, ou est-ce que, voilà. Ce rapport au temps toujours à Dupieux qui est un peu brinque-ballant, mais encore une fois, est-ce que ça s'analyse vraiment? Est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce que c'est juste là parce que pourquoi pas? En fait, c'est pourquoi pas le film, quoi. Après, en termes de picturalité, si on peut utiliser ce terme, t'as vraiment quelque chose du surréalisme, quand ce soit Pio Marmaille qui descend dans cette sorte de monde qui inspire ses tableaux, vraiment le pur monde surréaliste, où toute cette idée avec le chasseur, ça m'a beaucoup fait penser à du Jodorowsky. Et Jodorowsky, c'est quand même très influencé par le surréalisme. Ça se passe en Italie du Sud à un moment, non? Il y a un peu l'Italie du Sud, je trouvais qu'il y avait un bon truc, il y avait un... Le Sud, en général... J'étais apaisé par ces paysages d'Italie du Sud, j'étais là... Je sais pas. Et j'ai un peu oublié aussi. On dirait un peu le Sud, le temps dure longtemps, mais... Je ne sais pas. Mais voilà, moi, le film m'évoque pas grand-chose, à vrai dire. Il m'a beaucoup ennuyé. Même si, bon, j'en ressors quand même des choses, mais ça m'ennuie. Est-ce qu'il serait pas temps que Dupieux fasse une petite pause Oui. Une cinématographique? petite pause, ouais. Une petite pause qui revienne avec un film aussi grand que réalité, quoi. Parce que Mais moi, ça m'embête pas qu'il continue dans Mais sa oui. mouvance, parce que je trouve que... S'il fait une pause de plusieurs temps qui pour un film quand même encore plus intéressant que ces petits trucs, ça serait... Mais non, mais au-delà de ça, même si ces films seraient bons, je pense que on aurait peut-être une meilleure réception Ah oui. si t'avais plus d'attentes, parce qu'à force d'avoir le Dupieux tous les 6 mois, tu en attends, c'est ça, tu en attends une sorte de film fast-food, un film qui soit... T'attends pas un film exceptionnel, un film qui est efficace, c'est pas long, tu vas voir un Dupieux, de toute façon tu passes plus de temps à faire ton trajet, à voir les pubs, voir le film, donc c'est voilà, de la consommation rapide, mais est-ce que c'est ce qu'on veut pour le cinéma? Non. Est-ce que c'est ce qui est le mieux pour l'œuvre de Dupieux? Non, parce que c'est quand même dommage, parce qu'à force, on a un peu une grosse régression qualitative. Bah, c'est vrai que Réalité, c'était il y a 10 ans. Réalité, c'était l'apothéose peut-être de son cinéma, et peut-être que l'apothéose est derrière lui à présent. Mais bon, c'est con, il a même pas 50 ans. Hein, donc, mais est-ce qu'on sait son prochain projet? Non. Parce que souvent ils teasent... Ouais, alors c'est la page Wikipédia, donc ça vaut ce que ça vaut, mais il y a les noms de ces 2 prochains films, hein, il me semble, dessus. Ah oui. Hein. À vérifier, mais maintenant c'est ça, c'est quasiment ces 2 films par an, Dupieux. Mais j'irai. Parce que ça... On ira. Parce que ça me dérange pas d'aller le voir, parce que c'est pas long, mais bon, Dali, ça m'a fait chier de le voir, mais tu vois, Yannick, ça m'a pas embêté d'aller le voir, Fumer fait tousser non plus, parce que c'est pas long, ça se voit facilement, quoi. Tu te balades dans les rues de Paris, tu te dis, oh tiens, j'ai 1h30 à tuer, bah tiens, Un petit Dupieux. les pubs, elles ont commencé, oh c'est pas grave, tiens, je vais aller voir. Bref. Bah tu vois, c'est marrant parce que vous dites ça, mais moi quand je suis allé voir, du coup j'étais un peu en mode oh oui c'est un petit Dupieux, je suis arrivé en retard, tellement j'ai dit ah, c'est un petit Dupieux. Est-ce qu'on passe aux chiffres, messieurs? Les chiffres, en effet. Alors, Dali, c'est 6,7 millions d'euros dépensés pour rien. Première semaine FR, je suis désolé, j'ai vraiment la haine contre ce film. L'impartialité du journaliste, Ah là s'il là, vous plaît. mais, non, là, j'ai trop la haine envers ce film. Et pour sa première semaine, il a fait 209 546 entrées, 3ème des nouvelles sorties, derrière Cocorico, le film avec Christian Clavier et Didier Bourdon, et Le Dernier Jaguar. Mais je tiens à dire qu'il a fait ces entrées-là avec moitié moins de copies que les 2 films devant lui. Donc, plutôt belle performance. Juste pour conclure, je tiens à ajouter, je préfère encore les films fast-food rapides de Dupieux à des films comme Cocorico. Ah oui. Voilà, Ah c'est oui. tout ce que je voulais dire. sans les Merci. Et ce qui fait un cumul en fait à 1,3 million de dollars. Donc s'il continue sur sa lancée, il pourra peut-être le rembourser cette fois-ci. Film suivant. Très bien. Alors on va parler du nouveau film d'Andrew Hay. Ma question, vous connaissiez ce réalisateur avant? Pas du tout. Du tout. Il est surtout connu pour les séries. Il a fait très peu d'incursions au cinéma. Et donc, oui, parce qu'il a fait pas mal chez BBC et AMC. Moi, pour être honnête, je ne le connaissais pas avant.
Concernant ce Sans jamais nous connaître, puisque c'est le film dont on va parler, c'est une adaptation d'un roman japonais. Alors, son nom français est Présence d'un été. Il est paru en 87 au Japon, mais n'a été édité en France qu'en 2006. Il a aussi été sujet à une adaptation japonaise en 88 qui s'appelle Les Désincarnés. Bref, on va parler de Sans jamais nous connaître, ce film qui attire tout le monde et qui a fait une communication assez massive, alors qu'on ne connaît même pas son réalisateur. Ce sont tes parents? Oui. Ils sont morts. J'avais à peine 12 ans. J'essaie d'écrire sur eux en ce moment. Comment ça se passe? C'est bizarre. Salut. Salut. Est-ce que c'est réel? Ça te paraît réel? Adam est rentré à la maison. Notre fils. À Londres, Adam vit dans une tour où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, la monotonie de son quotidien est interrompue par sa rencontre avec un mystérieux voisin, Harry. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Encore une fois, je vais me mettre en retrait, je vais vous écouter, et puis après je vais vous dire ce que j'en pense. Qui veut se lancer? Bah, toi, t'as adoré, Julien, je te laisse te lancer, ça serait Oui. cool. Mais je peux comprendre. Pour moi, c'est un film, c'est tout ou rien. C'est soit tu adores, soit tu te laisses prendre parce que te propose le film, soit tu le rejettes totalement. C'est vraiment un film de pure sensation. Alors non pas qu'il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a pas de réflexion, mais tout passe par ce rapport, ce pur ressenti que tu as avec les personnages. C'est un film qui est... c'est intéressant parce qu'on parlait de Dali avec ses récits enchâssés, mais il y a quelque chose de l'enchâssement aussi dans All of Us Strangers, sans jamais nous connaître en français, voilà, de l'enchâssement, c'est-à-dire des vies qui auraient pu être, des choses qui auraient pu et qui n'ont pas été faites, de ce qu'on aurait voulu dire, ce qui n'a pas été dit. Voilà, donc pour remémorer, c'est l'histoire d'un homme dont les parents sont morts, mais qui va continuer d'aller visiter dans leur maison et avoir des dialogues sur sa vie actuelle et avoir... ses opinions face à ses propres choix. Et sur ça, moi, c'est une thématique que j'adore. C'est ce retour entre le passé et le présent, ce rapport à la nostalgie aussi, aux actes manqués, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au cinéma. Moi aussi. Donc, j'ai adoré ce film. J'ai adoré. Je l'ai vu là il y a 5 heures. J'ai pleuré, mais genre toutes les larmes de mon corps. Non, c'était vraiment émouvant. Et en plus, ça tombe dans une période où moi, je lis pas mal et ça m'a fait penser beaucoup. J'ai l'impression qu'au cinéma, on montre pas assez justement ce truc, ce rapport-là entre passé et présent qui se mélange. Le film le fait super bien. Et moi, je lisais, tu vois, du Kundera ou même du Wajdi Mouawad, et il y a ce truc là où t'as des personnages qui parlent avec des souvenirs, avec des gens qui sont morts, enfin il y a vraiment tout ce truc là qui se retrouve dans ce film là, et j'ai trouvé ça mais génial, j'ai ressenti le truc à fond, et effectivement comme Julien, je peux comprendre que des personnes soient un peu réticentes, que les personnes ne soient pas rentrées dans le film. Ça c'est vrai que c'est un choix en fait, et moi j'ai adoré Andrew Scott, incroyable quoi. Ah oui, il est très bon, Andrew Scott, hein. Mais tous les acteurs sont d'une justesse. Mais Andrew Scott, je sais pas trop, je connais pas trop bien sa carrière. Je sais qu'il donc Fleabag, moi je l'ai vu que dans cette Sherlock. série. Sherlock aussi. C'est Moriarty dans Sherlock. Mais au cinéma, comment ça se passe? Qu'il a pas beaucoup de rôle au cinéma, Andrew Scott. Et donc là, je suis content de le voir dans ce film-là, ça le lance bien quoi. Bah, je vais être aussi dithyrambique que mes camarades. Hein. J'ai adoré le film également. Le meilleur film de l'année pour l'instant selon moi, mais non vraiment j'étais happé par le film de bout en bout. Pareil, j'ai eu la larme à l'œil quasiment à toutes les scènes avec les parents. Oh mes pauvres bichous. Ah bah non mais vous voyez, ça m'a touché. Et ça m'a fait bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça devant un film, vraiment la larme à l'œil quasiment constamment sur certaines scènes, parce que tu sais ce qui arrive et la discussion, à chaque fois je trouve les discussions superbes et magnifiques, et pareil un peu comme tu disais, oui, le fait de parler sur les actes manqués, etc., sur comment la vie aurait pu continuer si jamais il n'y aurait pas eu tel ou tel incident, et vouloir potentiellement le changer, le passé, alors que c'est pas possible. Enfin, c'est très fort je trouve. Mais Je ne sais que dire, messieurs. Écrit. Mais non, mais est-ce que il a un cœur de pierre. Non, c'est pas ça. C'est que en vrai, je trouve le film chaud et très tendre. Et il m'a évoqué un peu, vous savez, ces soirées où vous êtes un peu complètement bourré avec vos amis, dans un état un peu second, et l'aube approche. C'est un peu le signe de la fin d'une bonne soirée qui vient de se terminer. Bref. Moi, j'ai eu l'impression pendant tout le film d'être face à un film un peu nombriliste. C'est un film d'un auteur qui se regarde un peu le nombril, avant de comprendre que c'était une adaptation, mais en même temps, Andrew Hay a mis énormément de soi
dans ce film. Toutefois, je trouve que le rapport entre le deuil et l'homosexualité, je le trouve un peu brinque-ballant dans le film. Mais ça, à la limite, est-ce que, je sais pas si ça vous a évoqué ce genre de choses-là. Non, moi, c'est ce rapport au deuil qui me... Moi, ça me parle, en fait. Ça me parle de parler à un parent qui est plus là. Et j'ai trouvé ça très simple, mais simpliste, genre plat. J'ai eu l'impression d'être un peu à côté de la plaque avec ce film. Comme si il s'adressait à moi, mais comme si il s'adressait à moi en parlant comme si j'étais à 1 mètre sur le côté. Ça devrait me parler, mais ça l'a pas fait. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. Voilà. Parce que t'es homophobe. Un putain d'homophobe. C'est quoi le putain de rapport? Pardon. La coupe au montage. La meilleure vanne. Je rigole. La meilleure vanne depuis le début de DCP, Je putain. rigole, Owen. Putain, je te regardais intensément dans les yeux quand Il nous a dit un truc magnifique, vraiment sur son propre rapport. Non, je suis désolé. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, simpliste. Ça chiale de partout. C'est peut-être trop simple pour toi. Peut-être que t'aurais aimé que ça soit un peu plus complexe. Que le personnage le personnage d'Andrew Scott, c'est quelqu'un qui je trouve pas qu'il se ferme, quoi, qui s'ouvre directement. Peut-être c'est peut-être ça qui t'a dérangé. Je sais en fait, pas. il s'ouvre à nulle part, en fait, ce personnage. Bah oui, parce qu'il s'ouvre à des gens qui sont morts, donc. Ouais, non, justement. Non, par contre, je trouve que. En plus, j'ai deviné la fin. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Après, le film a une simplicité, mais c'est une simplicité qui est revendiquée. C'est-à-dire que le personnage d'Andrew Scott, c'est un personnage qui prend ces morceaux de passé comme des bribes. C'est-à-dire qu'il arrive, il ouvre une porte, il se retrouve avec ses parents, il referme, il repart. Et on a très peu de notion de temporalité dans le film. C'est-à-dire qu'on sait qu'il vient plusieurs fois, mais on ne sait pas si ça dure sur une semaine, sur un mois. Alors, au vu de la fin, sans forcément la révéler, on peut se dire que c'est sur un laps de temps très court. Mais finalement, on ne sait pas. Et pareil, il y en a beaucoup de gens, j'ai vu, qui parlaient d'un film de fantômes. Ce que je trouve très intéressant. Mais ce que moi j'aime dans ce film, c'est que rien te confirme que ce sont des fantômes. Est-ce que c'est la propre réflexion de son imagination ? Est-ce que c'est des passages dans des réalités parallèles ? En fait, on ne sait jamais ce que t'offre le film en termes de fantômes, en termes de fantastique. Et c'est pour ça que c'est du fantastique et que c'est bien, c'est qu'on ne te donne pas d'explication. Tu ne sais pas. Pourquoi d'un coup d'un seul, le personnage d'Andrew Scott revoit ses parents morts ? Tu ne sais pas. Est-ce que, parce qu'on sait au début, on voit que c'est un écrivain, qui est un écrivain en panne d'inspiration, qui semble vouloir justement retourner sur les lieux de son enfance pour s'inspirer. Est-ce que c'est pas lui qui invente lui-même cette histoire ? Qui se dit, voilà, si mes parents avaient été vivants, qu'est-ce que je leur ai dit ? Comment auraient-ils réagi ? Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est marrant parce que ces discussions-là incluent le fait qu'ils vont mourir. C'est-à-dire que je vous retrouve 20 ans après votre mort et on en parle. Ça me fait beaucoup penser à Juste la fin du monde de Xavier Dolan, où justement on crée un espace-temps qui est très dans le gros plan, donc on n'arrive jamais à comprendre où on est, même niveau lumière, quoi. J'ai l'impression que tu l'as dit en plus à un moment. Tu l'as dit très chaud. Non mais fin de soirée, tu m'as dit que ton ressenti c'était fin de soirée, le soleil se lève. Effectivement, le soleil se lève, se couche constamment dans ce film. Contraste entre le bleu très aube de l'aube et le jaune très chaud de l'intérieur. Bah c'est ça, oui, contraste entre bleu et rouge quasiment tout le film, entre des couleurs bleutées et des couleurs rougeâtres un peu tout le long du film. Je pense que ça a une signification. Moi, j'en ai une signification personnelle qui est que le rouge, ça se rapporte à tout ce qui est de la famille et de l'amour en général. Et le bleu, c'est une couleur plus personnelle pour Adam. C'est mon interprétation, il y en a peut-être d'autres, hein, mais ça m'a marqué pendant le film que vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'opposition de ces couleurs. Et le mélange de ces deux couleurs qui est, du coup, ça fait du violet, si je dis pas de conneries. Et je ne suis pas peintre. Non, mais il me semble que ça fait ça. Et le violet, tu le retrouves pas énormément, mais tu le retrouves sur le personnage de Harry notamment, il me semble. Donc voilà. Bête. Ok. Ouais, bah pour moi c'est un personnage qui est tout le temps dans des espaces de transition, qui est jamais fixé, d'où ces idées de crépuscule ou d'aube. C'est-à-dire on sait jamais, est-ce qu'on est au début de quelque chose ou est-ce qu'on est à la fin de quelque chose. Du train. Puis il prend le train, mais tu sais jamais si c'est pour l'aller ou pour le retour. C'est ça. Et bah notamment tu as cette séquence de la soirée, cette soirée où il prend de la kétamine. Ouais, c'est ça. Et en fait tu ne sais jamais. À un moment il se retrouve dans le lit. Tu sais pas s'il cauchemarde, s'il revit la soirée. Et en fait, cette petite proportion du film, en fait, ça résume le film à lui tout seul. Et ce côté transitoire, en fait, tu l'as avec vraiment plan de début et plan de fin. Le plan de début, c'est une sorte, on ne sait pas ce que c'est une grande ouverture de lumière. Et le plan de fin, c'est pareil, sauf que le plan de début, c'est une caméra qui avance sur une grande lumière. On ouvre le film et la fin, gros, un grand travelling arrière qui ferme sur les deux personnages.
D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé l'image finale, en fait, cette sorte de constellation de personnages solitaires qui s'imaginent des vies, en fait. Parce que ces sortes d'infinité de petits points, comme si on te dessinait un nouvel espace, moi ça m'évoque justement cette infinité de solitude. C'est ça. Mais hyper intéressant du coup de comment il travaille le temps. Ça, tu vois, même toi tu le vois quand même. Owen. Oui, non mais je vois tout ça. C'est juste que je dis que. Comme je disais, c'est un film c'est vraiment un film de sensation et de ressenti. Soit ça fonctionne, soit on est à côté. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'ouïe, par l'odorat, par le goût dans le film. Enfin, je trouve que ce côté sensoriel, tu le ressens vachement en fait. Par le toucher aussi, enfin voilà, vraiment. Et puis la bande-annonce le vendait un peu. Ça te disait pas grand-chose, ça te mettait beaucoup de surimpression. Le film aussi, il y a beaucoup de surimpression, il y a beaucoup de trucs comme ça, donc ça te le vendait un peu comme ça, quoi. Ouais, après, moi, c'est le genre de film qui tire larme, tu vois, qui assume ce statut, ça me gonfle un peu quand même, tu vois. C'est en mode, tu vas pleurer, mais pleure. je peux comprendre, c'est qu'à certains moments, j'ai eu un peu ce truc à la fin aussi, tu vois. J'ai pas mal chialé, mais à un moment, j'étais un peu en mode bon. Alors il y a le bon et il y a le mauvais tire-larme. Ouais, moi j'ai jamais senti tire-larme justement, parce que pour moi le film juste il te montre des tranches de vie et tu les prends pas. Pour moi justement c'est ça qui est d'une justesse, c'est ce que disait Jérémy il y a quelques minutes, les dialogues. Mais je trouve que les séquences entre lui et sa mère et lui et son père sont d'une beauté, mais je n'ai jamais trouvé que c'était too much, trop poussif, au contraire c'est juste réel. C'est-à-dire qu'on a des parents qui ont la possibilité de discuter avec leur fils, donc imaginaire, pas imaginaire, fantôme, pas fantôme, ça on sait pas, et qui discutent de son présent à lui, de ce qu'il est devenu. Et donc on passe justement par la question de l'homosexualité, donc forcément avec une réaction négative de la part des parents, une réaction qu'ils apprennent peu à peu à maîtriser, et surtout à montrer ce qui est le plus important, c'est que même s'ils n'ont pas vécu à la même époque, ils n'ont pas les mêmes opinions que leur fils sur la question, leur important pour eux, c'est son bonheur et c'est l'amour qu'ils éprouvent pour lui. Et du coup, ça te fait des scènes très belles, notamment la scène, je trouve, entre lui et son père, où son père s'excuse et le serre dans ses bras. On peut dire que c'est tire l'œil, mais parce que c'est là pour dire « Ah, regardez, c'est émouvant », mais pour moi, c'est juste une tranche de vie. Ah oui, non mais là, ouais. Non mais j'aurais bien aimé être touché par ça, mais bon ça... T'aurais aimé être touché par ça? Ah ouais, j'aurais bien aimé être touché par ça, mais curieusement ça m'a pas touché, tu vois. Peut-être que tu t'es bloqué à ce film pour ne pas ressentir, pour ne pas pleurer. Est-ce que je me serais braqué? Ouais, peut-être. Potentiellement, hein. Ça n'empêche pas que je trouve ça un peu nombriliste quand même, tu vois. C'est-à-dire quoi, nombriliste? Bah, non, tout auteur est nombriliste, ça parle de lui quand même. Enfin, ouais, tu vois. mais ce côté un peu... je suis un artiste, mon personnage c'est un scénariste, tu vois, Je pense c'était plus simple pour lui d'écrire une histoire où il se sent... Après, dans l'adaptation du roman, dans le roman original, oui, il est écrivain, voilà, il me semble. C'est vrai que c'est ça aussi, c'est vrai. Mais justement, comme je disais, c'est que ça joue sur la question de est-ce que c'est des fantômes, pas des fantômes, est-ce que c'est sa propre imagination? C'est un écrivain, donc c'est le personnage qui veut écrire sa propre histoire. Donc je trouve que ça coïncide, ouais. Moi, c'est juste, en fait, il avait besoin de peut-être s'imaginer ou quelque chose comme ça. Il en avait besoin à ce moment-là. Du coup, il y pense et il le ressent. Et nous, on le ressent. Et puis, c'est magnifique. Oui. J'ai beaucoup aimé la musique finale. Enfin, elle est connue, hein, c'est The Power of Love de je ne sais plus quel artiste. Je l'ai chasamé. Bah pareil, tiens. Et forcément, je suis resté pendant toute la séance parce que profiter de ce genre de musique-là avec des bonnes enceintes de cinéma. Bon, Paul Mescal, hein, on n'en parle pas, mais finalement... Bah, il est secondaire. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Non, pas tant que ça. Parce que finalement, tous les acteurs sont justes. Ce que je dis à Claire Foy ou que ce soit Andrew Scott ou l'acteur du père dont j'ai plus le nom. Jimmy Bell. Jimmy Bell, voilà, tout le monde est juste, je trouve. Bon, écoutez les gars, on passe aux chiffres. Allez, alors pour les chiffres, je n'aurais pas réussi à trouver le budget de ce film. Il est inconnu au bataillon. Il a pas dû coûter cher. Hein. Je pense, mais du coup, j'ai vraiment trouvé aucun chiffre, même pas une estimation. Donc au cumul US, il est à 3,8 millions de dollars et au mondial à 10,4 millions. Et pour son premier jour France, qui était donc le 14 février 2024, il a fait 13 327 entrées. C'était le 5e des nouvelles sorties. Ah, je pensais qu'il ferait un peu plus, tu vois, surtout pour un film de... Enfin, on nous l'a vendu un peu comme une romance gay. Du coup, je me suis dit, film de romance, alors, Saint-Valentin. Notons ce qu'il y avait en face. En face, il y avait le biopic de Bob Marley, Maison de retraite 2, Madame Web. Attends, juste, rappelle-moi, il a fait combien All of Us Stranger, là, au premier jour? 13 327. C'est-à-dire qu'il a fait moins que Madame Web? Il a fait moins que Madame Web. Ah, ça fait mal. Il a quand même bien démarré. Enfin, j'avais vu des chiffres au hall, surtout. C'était genre première heure, 60, 70 places. Enfin, c'était quand même sympa, je trouve. Moi, je trouve qu'il a quand même bien marché par rapport à la notoriété qu'il a
le film, quoi. Et tu parles de romance gay, mais ouais, je pense qu'ils ont utilisé un peu Paul Mescal. Enfin, il est quand même dans le film, Paul Mescal, il est important, mais il est pas si important que ça. Très secondaire. Voilà, et en fait, ils l'ont utilisé parce que Paul Mescal commence à avoir vraiment un visage, quoi. Moi, j'ai jamais compris. Enfin, j'aime bien Paul Mescal, je l'ai découvert avec Aftersun, mais c'est quoi qui l'a fait percer? Parce que les gens avaient l'air déjà hype. Normal People, la série, après Aftersun. Et ben, en a-t-on fini avec les critiques, messieurs? Et ben, écoutez, je vous propose un petit break musical avec Lorraine. Ça s'appelle C'est bien l'heure. Il est temps. Selon l'organigramme fonctionnel de la répartition des tâches des agents chargés de l'accueil des clients de l'exposition. Sur le comptoir, on reconstruit des bouts de nos vies éclatées. Au vestiaire, on s'est affranchi de nos vieux rêves déjà refoulés. Il est l'heure d'être ici. Il est temps de vivre ainsi. On a compris. On a coupé la musique. On a franchi le portique de nos espoirs qui s'endorment. Tout le monde est uniforme. À ces guichets, on met en vente des guides, des billets et nos âmes. En faisant la cour à la jante de ceux qui nous méprisent et nous blâment. C'est bien l'heure du présent. Il est temps de ne plus faire semblant. Et après, qui veut savoir? On ne se dit bien pas tout ce qu'on voudrait. Et après, il se fera tard. On laissera dormir nos regrets. Il est l'heure de changer de poste et de copain, de se dessiner des bouts de phrases détachés. Et après, mieux vaut ne pas y penser. Allons danser, plutôt que d'aller se coucher. Ou bien voyager, pour se sentir ailleurs exister. Pour se sentir ailleurs exister. Et c'était Lorraine avec son morceau C'est bien l'heure. Et d'ailleurs, très prochainement, on va avoir un nouveau titre de sa part qui s'appelle Rendez-vous. Vous pouvez la retrouver sur Spotify, YouTube Music et sur Instagram, Lorraine Synthé. Et ben messieurs, on va faire un petit retour en arrière sur Dupieux, puisqu'on va parler des chiffres de Dupieux. Voilà, donc à l'occasion de la sortie de Dali, j'ai décidé de revenir sur la carrière de Quentin Dupieux avec ses chiffres. Vous allez voir, ça va pas prendre beaucoup de temps pour les chiffres en eux-mêmes,
mais ces derniers vont m'amener à une certaine réflexion. Je tiens à préciser encore une fois que les chiffres du box-office qui vont être donnés ne prennent pas en compte Dali qui vient tout juste de sortir. Quentin Dupieux, c'est 17 ans de carrière depuis son premier film, Steak, sorti en 2007. Dali est son 12e film et son 13e qui va s'appeler À notre beau métier est déjà en post-production. Si vous voulez vous faire un marathon Quentin Dupieux, il va vous falloir 881 minutes, soit 14h41. Puisqu'on parle des durées de films de Dupieux, notons cela car c'est quand même un réalisateur qui fait des films courts. Sa moyenne de durée de film est de 1h19 et on peut noter que son film plombe ses réalités avec son 1h35 et son film plus court, Yannick, 1h07. A noter que 4 de ces films font exactement la même durée, 1h17. Dupieux, c'est en moyenne un film par an depuis 2018 et c'est là où j'ai envie de commencer ma réflexion avant d'évoquer le box-office. Pour tout vous dire, j'ai hésité à faire les chiffres de ce réalisateur car techniquement, et vous allez vous en rendre compte quand je vais parler box-office, mais ces chiffres ne sont pas vraiment intéressants. Il s'agit souvent des mêmes chiffres, même au niveau de la durée, il n'a pas vraiment de succès colossal, etc. C'est en cela que je trouve qu'ils ne sont pas intéressants. Mais donc, on peut interroger le système de production de Dupieux qui copie-colle d'un film à un autre. Parce qu'un film type de Dupieux, c'est quoi ? C'est un film qui va arriver tous les ans, qui va durer environ 1h20, qui va coûter environ 4 millions d'euros, et qui va taper un succès critique relatif, voire important, et un succès public avec 200 000 entrées en moyenne, avec une communication basée uniquement sur le nom de Dupieux, et des acteurs qui fait jouer. Car Dupieux, c'est un style. Il a sa base d'adeptes, qui va pas forcément évoluer, mais qui lui reste fidèle. Regardez, on n'a pas tous apprécié Dali autour de la table. Moi-même, je considère pas comme un immense fan de Dupieux, mais je vais quand même voir ses films. À savoir que, à part Yannick, dont on ne connaît pas le budget, tous les films de Dupieux ne se sont pas remboursés avec ses entrées en salle. Donc potentiellement avec la vie après salle, mais jamais avec sa sortie de base en salle. Parlons box-office maintenant, et plutôt box-office français, car même si quelques films de ce réalisateur sont sortis aux États-Unis et sur d'autres territoires, c'est bel et bien en France que Dupieux fait ses chiffres. Donc les films de Dupieux, c'est 2,1 millions d'entrées au total, avec une moyenne d'environ 200 000 entrées, comme je l'ai dit. Son plus gros succès, c'est Yannick, avec plus de 445 000 entrées, et son film ayant fait le moins d'entrées, c'est Wrong, avec même pas 45 000. Depuis 2018, où il réalise un film par an, les chiffres oscillent entre 180 000 et 450 000 entrées environ, avec une majorité dans les 200 000, donc dans sa moyenne. Voilà en quoi je trouve que ces chiffres ne sont pas intéressants. Ils n'évoluent pas, ou en tout cas pas de manière significative, et donc il y a une certaine homogénéité dans les chiffres de Dupieux. Alors que moi, ce qui m'intéresse dans les chiffres d'un réalisateur, d'un acteur ou d'une actrice, c'est de voir quels films ont été parfois mésestimés par le public avec peu d'entrées mais pouvant être bons et quels ont été leurs gros succès. Ce qui n'est pas vraiment possible avec Dupieux car tout est homogène, du nombre d'entrées à la durée des films, au budget, à la régularité de la sortie et à la réception critique. Parce que je vais pas parler des notes mais les notes sont souvent aux alentours de 6, 6,5 sur IMDb, etc. Mais bon, j'ai l'impression que Dali va me faire mentir puisque, comme je l'ai dit, il a fait 200 000 entrées en première semaine, donc on verra les chiffres finaux de Dali et peut-être que mon avis évoluera un peu. Si on veut noter un dernier truc par rapport aux entrées de Dupieux, c'est que en moyenne, 40% des entrées de ces films se font sur la région parisienne. Voilà, j'ai pas de comparatif avec d'autres réalisateurs, mais je trouve que ce chiffre est significatif d'un autre facteur du cinéma de Dupieux. Le public parisien se retrouve comme étant le centre névralgique des adeptes de Dupieux. Nous-mêmes, nous habitons en région parisienne tous les 4, et nous allons voir ces films malgré le fast-food qu'il nous propose. Transition toute trouvée du coup pour nos chiffres de Quentin Dupieux, et là on va reprendre Dali dans les comptes. Au nombre de films vus de Dupieux, nous avons 2 teams. La team 8 films composée de Owen et moi-même, et la team 9 films composée de Frédéric et Julien. 7 films ont été vus par tous, soit plus de la moitié de sa filmographie. A l'inverse, 2 films ont été vus par personne, ce qui est Wrong et Wrong Cops. Et un seul d'entre nous a vu un film de Dupieux qu'aucun autre n'a vu, c'est Frédéric, qui est le seul à avoir vu Steak, voilà. Beau gosse. Mais oui, je me souviens que Incroyable. à l'époque de Réalité, les gens disaient que Steak était son chef-d'œuvre. Bah, c'est un super bon film avec le duo Eric et Ramsey, mais qui le réinvente, quoi. Qui ne prend pas juste Eric et Ramsey juste pour faire du Eric et Ramsey. Donc c'était génial, vraiment, regardez-le, quoi. A l'inverse, un film a été vu par tout le monde sauf un. Il s'agit d'Owen, qui n'a pas vu Au Poste. C'est vrai, mais c'est vrai. En plus, j'ai envie de le voir, mais... Pour vous dire que même nos chiffres en soi, ils sont pas très intéressants, je trouve, parce qu'on a quasiment tous vu les mêmes films. Quasiment tout le monde a vu tous ces films depuis qu'il en fait un par an, à l'exception notable donc d'Owen qui a pas vu Au Poste. Pour conclure, j'ai rien contre Dupieux. Ces films ne me touchent pas vraiment, et c'est peut-être parce que j'ai pas aimé Dali que j'ai paru aussi critique et sévère dans ma manière de traiter ces chiffres. Mais même sans cela, je pense que j'en aurais tiré la même conclusion. Les chiffres de Dupieux sont rébarbatifs et répétitifs, ce qui m'a amené moi-même à être répétitif, donc je vais m'arrêter là avant de redire quelque chose que j'ai déjà dit. Pourtant, je trouvais ça très intéressant. Merci pour cette chronique. Peut-être qu'un jour Dupieux fera un film qui va exploser avec un budget énorme, tu sais pas, ça arrivera à Dupieux. Voilà. Non mais ça interroge vraiment le rapport qu'entretiennent les spectateurs avec Dupieux. C'est très intéressant. Mais c'est marrant parce que Jérém, toi, tu as un regard assez négatif sur cette façon-là de faire de Dupieux. Mais moi, je suis pas extatique là-dessus, mais en fait, je suis juste content qu'une telle singularité existe dans le paysage audiovisuel en matière oui, non, mais ça, y a pas de problème. Hein. Voilà, en matière de production. Je trouve ça cool, c'est tout. Eh ben, écoutez, les gars, vous vous souvenez de ce que je vous avais fait deviner il y a 2 semaines ? Oui, bien sûr.
les acteurs les plus morts à l'écran. Et ben maintenant, il va falloir me dire, les gars, quels sont les acteurs qui ont le plus tué à l'écran. Voilà. C'est vrai, Alors, il nous l'avait teasé. Je vous l'avais teasé. Donc voilà, j'ai le top 15, mais en vrai, essayez de deviner le top 10, c'est déjà pas mal. Et puis, Est-ce qu'il faut qu'on devine les nombres de morts qu'ils ont fait ou pas? Bah, tu peux essayer d'émettre une fourchette. Mais en vrai, c'est assez difficile à estimer, en fait, ce genre de conneries, quoi. Je sais pas, Vas-y, Julien, Fred commence. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger est 5e. Alors, et oui, c'est le 5e acteur le plus meurtrier de l'histoire du cinéma. Est-ce que tu saurais deviner combien de personnes il a tué? 198 personnes. Alors, je dis peut-être une énorme connerie, mais moi je crois que j'avais vu un chiffre et ça tournait autour des 500, je crois. Ah ouais? Pas 600? 842. Oh la vache. Oh lolo. Arnold Schwarzenegger. Donc il est 5e et il a 842. Vas-y, à ton tour, Jérém. Bah Stallone du coup. Sylvester Stallone est 7e. Alors, combien de personnes il aurait tué, Bah là, Stallone? moi je descendrais, je pense qu'il y a une grosse différence. Je dirais dans les 600 du coup. S'il était à 800, Schwarzy. Fred? 300. 400. 794. Bon, Julien, à ton avis, qui a tué le plus? Bruce Willis, est-ce qu'il est dans ton top 15? Ah non, tiens, il était dans le top 20. Ah, Donc dans il le top était, 20 et pas dans il le était top entre la place 16 et la place 20, mais du coup là je le retrouve plus perdu. Je pense. Est-ce qu'il y a un film d'horreur? Alors oui, d'ailleurs, il y a une actrice. Ah, c'est vrai qu'on pense à des hommes. mais Alors ouais, dans le top 15, il y a une actrice. Et elle joue dans une saga de films d'horreur. Jamie Lee Curtis. Non, Bah, Ah non, tu, c'est pas- elle tue pas. c'est pas elle qui tue dans le film. Ah oui, c'est vrai. Désolé parce que tu l'as évoqué la dernière fois, mais je vais dire Keanu Reeves du coup. Bah oui, Keanu Reeves qui est numéro 13 pour le coup. Et il aurait tué combien de personnes selon vous? 550. 500 peut-être. mais- 321. Eh Fred, t'es bon parce que c'est 387. Eh ouais. Voilà. Ah oui, ça vous inspire pas, dis donc. Si, ouais. Ah si, il y a des acteurs, franchement, vous les avez vus tuer Ok, de t'as masse. parlé de saga d'horreur. Ouais, Une saga d'horreur avec une femme. ouais, c'est une saga horreur adaptée d'un jeu vidéo. Resident Evil, putain. oui. Donc c'est Mila Jovovich. Nata, ouais. Mila Djokovic. Non, Djokovic, non. Ah merde. Jovovic. Attends quoi? Jovovic. Jovovic. Djokovic. Ouais, parce que Djokovic c'est autre chose. Bref, Mila Jovovic qui a tué selon vous combien de personnes? Elle est combien de Elle est deuxième. Ah ouais, non, mais dans Resident Evil, elle en tue à 1500. l'appel. Non, mais dans Resident Evil, t'imagines même pas. 995. Non. 3000. Vas-y, 2000. 1299. À présent, je vais vous faire deviner le top 15. Allez, le top 15. Numéro 14. C'est un acteur qui aime beaucoup l'eau. Jason Statham. Ah non, c'est pas Jason Statham qui aime beaucoup l'eau. Mais Jean-Claude Van Damme. Bah oui, Jean-Claude Van Damme. Ah oui, d'accord. Ouais, je pensais en autre trouble. Ouais, on est d'accord. Mais Statham est dans le top 10 lui, parce qu'il est 8ème. Alors Jean-Claude Van Damme est 14ème avec 480 morts. Et Jason Statham est dans le 8ème avec, selon vous, bah, allez, je vous le dis, 718. Oh la vache. Alors, le numéro 12, il met les pieds où il veut. Et c'est surtout dans la gueule, et c'est Chuck Norris du coup. Bah ouais, Chuck Norris, numéro 12 avec 485 morts. Numéro 11, c'est un acteur dont on a parlé dans un de nos derniers épisodes de DCP. C'est un acteur qui connaît un peu une fin de carrière en ce moment. Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage qui a tué 588 personnes et je me demande bien dans quel film d'ailleurs. Le numéro 10, je le connais pas pour être honnête. Je vous le tease, c'est Wesley Snipes. Ah, Wesley Snipes, d'accord, ouais. Quand même. Il a Quand joué dans quoi, redites-moi? Demolition Man avec Stallone. Ah oui, c'est ce genre d'acteur. Avec Stallone, Demolition Man. Bon, Là, 593 j'ai fait morts. exprès, c'est bon. 593 morts. Le numéro 9, c'est un acteur réalisateur. Clint Eastwood. Non. Non. Clint Eastwood était entre le numéro 16 et le numéro 20. Il est vieux. Ouais, il commence à se faire vieux en vrai. Il a fait un film qui lui a valu 9 ou 10 Oscars, je crois, en 1990. Dans ce film-là, il a une très belle moustache. Et il danse avec un loup. Kevin Costner. Bah oui, Kevin Costner. Ah. Je sais pas non plus dans quel film Kevin Costner. Ah, peut-être dans Waterworld, je sais pas, je l'ai pas vu. La Robin des Bois. Ouais. Oh, Robin des Bois, ouais. En tout cas, Kevin Costner, il a tué 670 personnes à l'écran. J'en arrive au mon numéro 6, qui est un acteur qui a traîné pas mal avec la mafia pour le coup. Frank Ah. Sinatra. Non, bah non, c'est pas un acteur. Joey- Oh, Aussi, il a si. joué dans des films. Si, mais et il a bon. traîné avec la mafia. Oui. Non, c'est un acteur. Pour moi, il est un peu pareil que Chuck Norris, c'est-à-dire tu l'as vu dans beaucoup de téléfilms un peu neuneux des années 80. Ah merde, comment il s'appelle Steven Seagal. Voilà. C'était Putain, merci. Steven Seagal, 822 morts. Steven Seagal, c'est le film de Dédis à l'époque où c'était Direct Star. C'est Il y a ça. toujours un film avec Steven Seagal. Le numéro 4, alors j'espère ne pas me tromper d'acteur, mais celui qui a cassé la gueule à Apollo Creed, c'est. Mince.
Le russe. Oui. Dolph Lundgren. Oui, c'est Dolph Lundgren qui a tué 940 morts, mais qui a surtout tué Carl Weathers dans Rocky 4. On arrive au top 3, les gars. Donc, Mila Jovovich, 1299 morts. Mais qui c'est qui en a fait le plus? Le numéro 3. Le numéro 3, c'est un acteur chinois. Jet Li. Oui, Jet Li, qui a fait... Donc, il rentrait dans le top 3, et le top 3, c'est des tueurs de milliers de personnes. Donc Jet Li, il est à plus de 1000 Il est à plus de 1000. Oui. Non, Bruce Lee, il est pas dedans. 1076 morts. Et notre numéro 1, Le numéro 1. qui dit beaucoup de fuck dans ses films, que vous avez vu 1000 fois dans 1000 films, qui s'est fait bouffer par des requins, qui s'est jeté de building en crevant avec Vin Diesel. Jones. Non, il dit pas fuck. Non, qui joue les méchants chez Matthew Vaughn, chez... Samuel L. Jackson. Oui, ça m'a scié aussi, mais Samuel L. Jackson est l'acteur qui a le plus tué dans l'histoire du cinéma. Il a tué 1734 personnes. Attends, quoi. Je vois même pas dans quel film il aurait pu tuer autant, mais... Ouais. En vrai, je me demande si Kingsman, ça compte pas, justement. Si toutes les personnes mortes par sa faute à la fin. sont inclus... Oh, bah oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a des 1000 des fois. Voilà. Okay. En tout cas, voilà. Samuel L. Jackson est l'acteur qui a le plus tué de personnes à l'écran. Pas dans la vraie vie. Ouais, non, pas dans la vraie vie. Je sais pas. Steven Seagal, je crois qu'il a tué des gens dans la vraie vie, lui, par contre. Bref, messieurs, eh ben, j'en ai fini avec mes jeux de mort. Je vous fous la paix avec la mort. Est-ce que tu en parles de la mort dans ton Joker ou pas du tout? Non, non, non. Ah, ok. Non. Parce que mon Joker, justement, parce que oui, c'est l'heure du Joker. Je vais vous poser une question, messieurs. Nous avons tous fait des études de cinéma. Nous sommes allés au moins jusqu'à la licence. Nous sommes des passionnés de cinéma. Nous avons eu peut-être la prétention, ou peut-être demeure-t-elle parmi nous, la prétention de vouloir faire des films. Alors, est-ce qu'il y a des réalisateurs, premièrement, qui vous ont inspiré dans vos petites productions à vous? C'est-à-dire que vous avez forcément fait des films dans votre coin, que vous soyez fiers ou non. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous ont inspiré? Est-ce que les films que vous faites, les productions audiovisuelles que vous faites, ou du moins, que ce soit film ou des trucs sur YouTube, est-ce que vous êtes fiers un peu de ce que vous faites, les gars? Ok. C'est mon Joker. C'est ton Joker. Par exemple, moi j'ai fait un film de fin d'études de bac, absolument odieux. Ça m'a dégoûté. C'était quel réel? Tu t'es inspiré de qui? Ah non, je me suis inspiré de que dalle, on va dire. Non, c'était un film sur un mec qui gagnait le loto et qui pétait un câble parce que son pote, je sais même plus ce qui se passe. C'est juste, il tabasse la gueule à son pote parce que son pote, à un moment donné, lui, il prend le ticket ou il croit qu'il a perdu le ticket. Bref, mais... Moi, je sais pas. Toi, t'as fait beaucoup de films, Fred. Du moins, t'as participé à beaucoup de productions de films. Ouais. Je pense que t'es le gars autour de la table qui a été le plus sur des tournages, à vrai dire. Ok. Bah, une inspi comme ça, moi, j'ai eu mon grand amour du roman photo, donc c'est un peu simple. Je peux vous parler de Chris Marker, que j'aime bien avec La Jetée. Et donc, on avait fait un court-métrage uniquement en photo, c'était assez drôle. Ouais, en 72 heures. En 72 heures, c'était super marrant. On a gagné 2 prix pour ça. On a gagné 2 prix. Non, après, des inspirations. Est-ce qu'on peut, on peut dire des réels peut-être qui nous inspirent, mais pour des projets qu'on n'a pas encore fait. Enfin, tu vois, il y a aussi peut-être plein de trucs aussi, qu'on a hein. envie de faire, quoi, tu vois. Ouais. Là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est j'aime beaucoup les frères Safdie. Parce que je trouve qu'ils sont super forts dans l'écriture de leurs personnages, des personnages qui sont mais totalement anempathiques. Et tout le procédé un peu dans le scénario où c'est une descente en enfer qui n'en finit jamais en fait. Et ça, je trouve ça trop bien. Et si un jour je devais faire un film, je pense que je m'inspirerais un peu de ce truc de descente en enfer. Et il n'y a pas que les frères Safdie, aussi les frères Cohen qui avaient fait ça avec Fargo. Il y a pas mal ça aussi dans Fargo. Ouais. Donc ça, c'est un truc, je sais pas, ça me vient direct à l'esprit. J'aimerais bien faire un film dans la veine de ce genre de réalisateur. De personnages voilà, qui s'embourment, mais encore plus dans la merde et qui continuent. Il y a un stress permanent et je trouve ça génial. J'aime trop ces films qui sont hyper stressants, qui n'en finissent pas, quoi. D'accord. Jérém, qu'est-ce que ça t'inspire? En vrai, j'ai pas fait tant de courts-métrages que ça, de production personnelle, etc. Parce que j'ai fait l'option ciné au collège, et je pense que si je revois ce que j'ai produit à ce moment-là, je me tire une balle, tellement ça devait être mauvais et bourré d'incohérences et de faux raccords. J'ai jamais eu vraiment cette vibe de faire. Moi, j'ai toujours préféré regarder, analyser, etc., ce que je voyais, plutôt que de le faire, en fait. Bien qu'on dise souvent que les critiques, ce sont des réalisateurs ratés, voilà. Moi, j'ai pas
pas cette âme de réalisateur. Bien qu'il y a certaines fois, quand je regarde des films, je me dis, putain, tu m'aurais donné le même budget, ça se trouve, j'aurais fait mieux quand même, quoi. Toi, Julien, parce que Julien, par exemple, c'est l'occasion de faire un peu ta promo, parce que t'as une chaîne YouTube, mec. Oui, vous pouvez, si ça vous intéresse, suivre la chaîne 5710 vidéo, donc, qui propose des courts-métrages, enfin un seul pour le moment, et aussi une émission culturelle qui s'appelle Écran, voilà. Mais pour revenir sur ta question, que je trouve assez intéressante, vu qu'on a tous pu pratiquer plus ou moins des courts-métrages. Alors si je prends les productions purement licence, j'en garde pas grand-chose en tête, donc c'était vraiment du pur entraînement, on va dire, pure situation, donc avec très peu de démarches auteuristes ou artistiques. Après, pour ce qui reste des petites choses que j'ai pu faire, dans les influences, plutôt tout ce qui va être lié à l'onirisme fantastique, tout ce qui peut être lié aussi à un cinéma plus émotionnel. Par exemple, on parlait pour revenir à All of Us Strangers, honnêtement, c'est un film que, c'est moi qui l'avais fait, j'en aurais été très fier. C'est un film que j'aurais bien aimé faire. Pas forcément de cette manière-là, pas forcément avec toutes les mêmes choses, parce qu'on a toujours des thématiques personnelles, mais sur la pure thématique qui était la rencontre avec des parents décédés, tout ce qu'on a pu dire avant, hein, la question du deuil, la question des choses, comment elles auraient pu être, ça c'est un truc que qui m'aurait beaucoup plu, et notamment parce que mes premières inspirations de cinéma me viennent plutôt du jeu vidéo. C'est le jeu vidéo qui m'a amené au cinéma et qui fait que maintenant j'aime le cinéma pour ce qu'est le cinéma. Mais les premiers jeux, surtout les jeux, tout ce qui va être jeu narratif, donc j'avais déjà un peu évoqué dans l'ancien Joker avec les jeux vidéo, mais notamment en termes de jeu Life is Strange, en termes de scénario, c'est clairement quelque chose qui m'inspire et que j'aurais beaucoup aimé avoir fait. Parce qu'on retrouve aussi cette question du temps, du temps qui passe, du temps qu'on ne peut pas changer, et cette volonté d'influer sur le temps avec là l'univers fantastique. Jeu qui m'a inspiré plus récemment, parce que c'est un jeu que j'ai fait assez récemment, c'est Oxenfree, soit le premier volume ou le deuxième volume. Et ce qui est intéressant de préciser pour le deuxième volume, c'est que ça a été réalisé par Netflix. Et donc là, on retrouve cette incursion du milieu cinématographique, série télévisuelle, dans du média de jeux vidéo. Et pareil, on est sur des questions, des choses très fantastiques, oniriques, avec, c'est-à-dire là, c'est du fantôme. Oxenfree, c'est du dialogue de fantômes et des passages de faille en faille. Et voilà, c'est des choses qui m'inspirent. Et du coup, après, si là on ramène les choses au cinéma, moi j'ai plus trouvé mon inspiration dans ces films un peu oniriques, donc les univers un peu lynchiens, mais aussi des univers poétiques comme Tarkovsky ou Kitano. J'ai l'impression, tu vois, moi j'avais vu ton cours et j'ai l'impression qu'il y avait aussi grave un intérêt pour la forme. Enfin, ton cours, tu sais, c'était grave des gros plans justement qui étaient genre à l'extérieur, enfin pas extérieur du cadre, mais qui se mettaient sur les bords du cadre. C'était un peu ça l'idée, non? De toute façon, il y a aussi quelque chose du hors-champ. Ça, quand tu regardes le court-métrage que j'avais fait, ça joue beaucoup d'hors-champ et c'est pour ça que j'avais beaucoup apprécié la zone d'intérêt qu'on avait évoquée sur les questions-là filmiques du hors-champ, mais aussi là récemment les Chambres rouges, que je conseille d'aller voir, même si c'est un film assez éprouvant, mais c'est un film où tout se passe en hors-champ, où tu ne vois jamais rien, et pourtant c'est peut-être en fait le summum de ce que fait le genre horrifique, c'est de ne rien montrer. Et c'est assez intéressant parce qu'on avait commencé cette émission avec L'Exorciste, donc ça commence à remonter, mais c'est ce que tu avais conclu, Cohen, c'est que qu'est-ce qui restait de l'horreur, qu'est-ce que pouvait proposer Exorciste en termes d'horreur? Rien. Et ben justement, je trouve que les Chambres rouges, qui techniquement n'est même pas un film d'horreur, est peut-être une des choses les plus horrifiques que j'ai pu voir récemment. Alors moi du coup je vais répondre à la question que j'ai posée moi-même. Je vais rebondir justement sur ce que tu dis sur All of Us Strangers. C'est-à-dire que c'est un film moi qui m'a un peu... je l'ai pas dit pendant la critique, mais je trouvais ça très chouette d'avoir un film qui n'a que 4 acteurs véritablement, et 2 unités de lieux qui sont des intérieurs auxquels tout le monde a accès. Donc à part cette vue de Londres qui est absolument magnifique, faire un film avec une maison, 4 acteurs et un appartement, ça m'émule beaucoup. Ça m'impressionne et ça me fait dire que ce genre de choses-là, si je me sortais les doigts du cul, je pourrais le faire. Pas dans une forme aussi épurée que l'est All of Us Strangers. Et dans un autre registre, la semaine dernière, je me suis maté Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Donc forcément, cet écho avec le hors-champ, parce que le hors-champ, c'est ce qui définit le cinéma de Robert Bresson. Et c'est giga simple, en fait. C'est giga simple ce que fait Bresson. Tout se passe dans une seule prison, tu n'as que 4 ou 5 acteurs, encore une fois. Mais c'est impressionnant dans l'épure. C'est ultra épuré, mais en même temps ultra simple. Tu te dis, j'aurais juste la lucidité et l'intelligence de faire quelque chose d'aussi épuré, parce qu'on a tendance à vouloir se compliquer beaucoup la tâche quand on fait des films, à vouloir imaginer des effets de style ultra élaborés, alors que finalement une simplicité aussi efficace que ce que propose Bresson, c'est giga chouette. Après moi, mon gros mood, c'est les dialogues en règle générale, et même si je suis pas tout le temps fan de son cinéma, on va dire que les dialogues de Scorsese sont parmi ceux que j'aimerais le plus ressembler, tu vois, quand j'écris mes dialogues. Mais bon, je n'ai pas ce talent. Après, pour rebondir, déjà, du coup, tu poses la question du minimalisme. Donc pareil, moi, quelque chose que j'aime beaucoup,
faire avec très peu de moyens. Et aussi, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais un bon cinéaste, c'est pas quelqu'un à qui on donne des millions d'euros. Voilà, c'est pour ça que je suis le premier à vraiment gueuler quand je vois des grosses comédies avec beaucoup de millions d'euros de budget pour la piètre qualité que c'est, et que je disais que je préfère encore avoir Dupieux, avec toutes les critiques que je peux lui faire, qui revient chaque année, mais qui a quand même une vraie proposition derrière. Et je pense en fait un bon cinéaste, si tu lui donnes très peu de moyens, il y aura toujours, c'est-à-dire quelques milliers d'euros, ce qui est quand même énorme, et pour un film c'est très peu, il est quand même de proposer quelque chose de bon à regarder. C'est-à-dire que si tu peux quelqu'un, tu peux donner tous les techniciens que tu veux, tu peux lui donner les meilleurs acteurs, tout ce que tu veux. Si la personne n'a pas l'œil, n'a pas le ressenti, ne fera pas un bon film. Et là, c'est très cliché ce que je dis, mais c'est ce que disait Tarantino aussi. Il disait, si vous voulez faire du cinéma, il vous suffit simplement d'aimer le cinéma. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître, vous n'avez pas besoin d'être bon en photographie. Hein. Vous savez pas quelle optique choisir, la colorimétrie, l'ouverture, le diaphragme, c'est pas grave. Vous savez pas tenir la caméra, faire un mouvement, c'est pas grave. Tant que vous avez l'amour du cinéma, l'idée de comment mettre en scène, vous pouvez faire des films. Non, moi je voulais rebondir un peu aussi sur ce côté très... Moi je reviens sur le roman photo. Moi ce qui me plaisait dans le roman photo, que c'était un truc un peu, comme tu disais, minimaliste, un peu plus simple. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'était facile à faire, quoi. Enfin, il y a quand même un vrai montage. Ça reste quand même des images qui sont peut-être fixes, mais qui restent des images. Mais moi, du coup, ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est un peu ce cinéma qu'on peut appeler le cinéma plastique, quoi. Un cinéma qui utilise l'image, le numérique. Je pense à Gus Van Sant, je pense à Léos Carax, je pense à Agnès Varda, je pense à Roy Anderson. Moi, quand j'ai découvert Roy Anderson, impressionnant, c'était incroyable. C'est que des grands des plans d'ensemble. C'est des petites scénettes, mais c'est genre génial. Il peint, il fait des décors, il peint ses acteurs. Enfin, et moi, j'adore ce truc, de l'image très plastique, très qu'on peut toucher avec les mains, quoi. Et il y a le roman photo, il y a aussi l'autre film qu'on a fait, Owen. C'était Burr Out. Burr Out. Et en fait, qui reprend le truc de faire des films juste sur un écran, quoi. C'est que le tournage se fait avec, comment ça s'appelle ? Avec Fraps. On prend une capture d'écran de l'ordinateur, les visages apparaissent avec des webcams, la narration se passe avec des onglets internet. Enfin, il y a un truc que j'aime trop, quoi. C'est qu'on fabrique des trucs qui est un peu de l'anti-cinéma, quoi. C'est aller vers des formes, nouvelles formes. Des formes narratives un peu plus abstraites. Mais voilà, pareil, on parle des inspirations, mais des inspirations de cinéma, ça passe aussi par les autres médias, donc forcément la littérature. Parce que là, on parlait des thématiques qui pouvaient nous animer. Moi, je parlais à travers les jeux vidéo, mais c'est des thématiques que tu peux retrouver en littérature aussi. Pareil, la peinture, je pense qu'il y a plein d'œuvres picturales, mais en termes de cinéma, ça peut donner des choses très belles. Et beaucoup de cinéastes, en fait, étaient d'abord des peintres avant de passer au cinéma. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup utilisent le cinéma comme un médium pour représenter ce qu'ils pensent que c'est le meilleur médium pour représenter leur art, mais en se nourrissant des arts précédents. C'est important de pas limiter les arts, quoi. Pas se dire qu'il y a cinéma, peinture, enfin, c'est bien de les mélanger, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve Lynch. Lynch est le parfait exemple. Il peint, il écrit, il fait des films. Enfin, c'est pour ça que tu peux te nourrir beaucoup de la peinture, mais aussi de la bande dessinée. La bande dessinée où tout à l'heure, avant l'émission avec Owen, on parlait de Berserk, on parlait du dessin de Berserk, mais cinématographiquement, tu as énormément appuyé dans Berserk, dans l'imaginaire, dans la fantasmagorie que ça peut te donner. Il y a des choses à faire. Et d'ailleurs, moi, c'est un no débat, mais je tire un peu là-dessus sur Berserk. Moi, ça me fume toujours qu'on n'a toujours pas réussi à faire un animé valable de Berserk. Et parfois, un art pictural qui est statique se révèle beaucoup plus beau qu'un art pictural mouvement. Est-ce que Jérém, toi, ça t'évoque des choses ? Alors, j'ai été passionné par la discussion que vous avez eue, mais c'est juste qu'en fait, moi, je ne ressens pas cette âme-là. En fait, comme je l'ai dit au début, je ne me vois pas faire, écrire ou je ne sais quoi. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est regarder, analyser. Donc, c'est vrai que, du coup, j'ai rien dit, mais je trouve pour autant que le débat était vraiment passionnant. Mais pour partager aussi un des avis de Jérém, c'est qu'avec le temps, c'est-à-dire que quand, je pense que c'est le cas pour tous les trois, ou même peut-être même toi, Jérém, à l'époque, quand on est rentré dans le monde du cinéma au sens large, t'as toujours cette optique, c'est réalisateur, scénariste. Pour certains acteurs, c'est vraiment ce diptyque de réalisateur-scénariste. Et en fait, avec le temps, j'ai pris aussi à apprécier la qualité de la critique et de l'analyse, qui est pour moi, j'ai pas cette vision inférieure en disant oui, un professeur ou un critique, c'est un cinéaste raté. Je pense pas que en fait, je pense que c'est vraiment deux entités différentes. Et parce qu'en fait, quand tu te places en tant que réalisateur artiste, t'as pas l'objectivité, en sachant que dès que tu fais de la critique, l'objectivité est toujours certes liée à de la subjectivité, mais tu perds cette objectivité puisque tu fais quelque chose qui te tient à toi.
Donc ça, c'est le rôle du critique de le replacer dans une sorte de temple, plus ou moins objectif, lié par des codes qui ont été mis en place par d'autres personnes et certaines conventions. Mais je pense que c'est des choses totalement différentes et qui peuvent totalement s'apprécier l'une comme l'autre, qui peuvent avoir des passerelles et des oppositions, mais je pense que c'est très simpliste de dire qu'un critique ou qu'un professeur serait un cinéaste raté. Écoutez messieurs, je suis très content d'avoir eu cette discussion avec vous. Et je suis très content que DCP nous permette de faire ça, parce que c'est pas des choses qu'on met sur la table naturellement comme ça, donc c'est cool qu'on ait un micro qui nous incite à faire ce genre de discussion. Et du coup, pour la carte suivante, je vais la filer à... Voilà, je vais la donner à Fred. Et là, j'hésitais entre Fred et Jérémy. Voilà, en tout cas c'est sur ces mots d'amour, messieurs, que je vous fais des gros bisous. À vous aussi, chers auditeurs, des gros bisous. Sachez que vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Si vous nous écoutez le premier jour de diffusion de cet épisode, sachez que dans quelques jours va arriver un épisode spécial César. Ce sera une pastille un peu plus courte. On va décortiquer les nommés des Césars 2024. Et puis, des gros bisous à vous. Salut les potes. Salut à tous.